Voilà, bonsoir à tous et à toutes et à toutes. Bonsoir à toutes, à tous. Donc, si vous êtes pharmacien, si vous êtes infirmier de la région wallonne de Bruxelles ou de la communauté germanophone, bienvenue à ce webinaire d'information sur la situation Covid et particulièrement la campagne d'automne qui va nous animer sur la vaccination contre le Covid-19 avec un vaccin qui sera un vaccin adapté aux variants Omicron, BA1, BA2, mais aussi à celui d'origine. Et donc, pour pouvoir répondre à toutes les questions que vous vous posez sur la vaccination, on a la chance de pouvoir compter sur Jean-Michel Denier, qui est professeur à l'Université de Namur, mais qui est aussi membre à la fois de l'OMS et aussi de l'Agence européenne des médicaments pour le PRAC, qui a eu l'occasion d'être co-rapporteur de plusieurs vaccin contre le Covid-19 et donc qui a suivi la situation très près et qui pourra vous donner un maximum d'informations puisque j'imagine que vous allez être confrontés aussi à beaucoup de questions. Les invitations sont parties de la VIC. Vous voyez que sont présents avec nous Lambert Stamatakis, le délégué général Covid-19 pour la Wallonie, mais aussi Sébastien Morel et Ludovic Sablon, de la VIC qui sont également les personnes de référence pour l'organisation de la campagne de vaccination en Wallonie. Voilà, sans plus tarder, je cède la parole en le remerciant chaleureusement pour sa disponibilité et la précision des informations qu'il va nous donner. On aura évidemment dans un deuxième temps des questions-réponses qui seront disponibles sur le chat, donc n'hésitez pas à poser toutes les questions. La VIC qui est en backstage va pouvoir évidemment reprendre toutes les questions qui sont posées et on y répondra dans la foulée. Voilà, merci à tous, bonne soirée, bons travaux et bonne présentation Jean-Michel. Merci Madame la Ministre. Est-ce qu'on voit ma présentation? Oui. Parfait. Je vais mettre mon pointeur. Bonjour à toutes, enfin bonsoir pardon à toutes et à tous, chers confrères, collègues pour certains, chers première ligne quelque part, puisque c'est principalement à la première ligne qu'on va s'adresser, principalement ceux de terrain, donc ici en l'occurrence pharmaciens, pharmaciennes, infirmiers, infirmières, certainement aides-soignantes, et sachez qu'on a fait ce type aussi de présentation à la médecine générale vendredi passé, et donc le même type d'information y est distribué. Et donc, effectivement, la campagne de vaccination arrive dans une situation épidémiologique qui est certainement optimale pour vacciner, puisque le concept de la vaccination, si vous prenez l'exemple de la grippe, et c'est certainement vers ça qu'il faut tendre aujourd'hui, c'est qu'on vaccine et on espère vacciner à un moment où on n'a pas une situation épidémiologique qui déborde, pour deux raisons. D'une part, parce que on est à ce moment-là dans un système assez complexe où il faut vacciner beaucoup de monde en peu de temps, et deuxièmement, parce que l'efficacité des vaccins nécessite au moins généralement une semaine à être mise en place, a fortiori sur une première dose, mais un peu moins sur une deuxième dose et des doses de rappel. Et donc la situation épidémiologique s'est calmée depuis cet été, puisque la fameuse 7e vague, qui est celle ici, donc des hospitalisations, a diminué de façon très significative, avec aujourd'hui des niveaux d'hospitalisation et de soins intensifs qui sont très faibles. On est nettement inférieur à des pourcentages d'occupation des soins intensifs, des fameux 10% qui commençaient déjà à devenir problématiques. Et on est, pour la plupart des hôpitaux, avec l'absence de Covid pour Covid en soins intensifs actuellement. Alors, ce qui est néanmoins intéressant de constater, c'est que, outre le fait que l'épidémie régresse, que les indicateurs sont à la baisse, que le taux de positivité qui ne doit plus vraiment être pris en compte aujourd'hui est un peu paradoxal parce que il reste élevé, mais on teste beaucoup moins. Et vous le savez d'ailleurs, hein, pour ceux qui font les tests en officine, par rapport à ce qu'on a eu par le passé, on a beaucoup moins de tests et beaucoup moins d'autotests qui sont distribués. Et généralement, quand on le fait, la plupart, 20% sont positifs parce que les personnes viennent avec des symptômes ou c'est des personnes en contact direct. Et donc, ce qui est important de constater, c'est que malgré les vagues successives, on a une diminution globalement des pics, surtout en termes d'hospitalisation, alors que certains variants ont ramené des nombres de cas confirmés qui pouvaient être particulièrement importants. C'est le cas de cette fameuse vague Omicron, vous voyez, qui n'a absolument rien à voir avec les hospitalisations qu'on a eues, notamment avec la vague Delta et aussi le variant initial.
Et donc, les bonnes nouvelles, c'est que c'est un moment intéressant pour vacciner parce qu'on n'a pas un pic épidémique et deuxièmement, parce qu'on sait, et ça c'est très important, que le virus, s'il n'est pas saisonnier réellement en tant que tel, nos comportements sont saisonniers et donc historiquement, on sait lors des vagues précédentes qu'on a eu 2 vagues au mois de octobre-novembre, principalement une vague Delta et puis une vague aussi qui est arrivée de façon assez spécifique au mois d'octobre-novembre de l'année encore avant. Et donc, ça veut dire que historiquement, on a avec les modèles mathématiques un certain nombre d'informations qui nous permettent de prédire le fait que on va avoir une vague supplémentaire en octobre-novembre. Et je ne vais pas rentrer dans les détails de mon collègue, le professeur Nicolas Franco, mais cette vague en termes de risque d'infection sera certainement relativement proche de ce qu'on a eu avec Omicron. Et donc Omicron dans le courant du mois de janvier et février de cette année. Et donc il faut s'attendre à avoir cette vague qui va apparaître. Alors, autre caractéristique importante, c'est que cette vague touche principalement des personnes qui sont les plus âgées pour les formes les plus sévères. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous allez voir dans les recommandations de la revaccination, que si on prend de façon cumulée l'impact du virus chez les personnes, on voit que c'est certainement au-delà de 65 ans qu'on a eu les taux de mortalité les plus élevés, le nombre de décès en nombre absolu les plus élevés, alors que à partir de 45 ans ou 64 ans, ici on retrouve principalement les personnes à facteur de risque, et on va voir quel facteur de risque en particulier, mais en dessous de 45 ans, tant les hospitalisations que les décès étaient beaucoup moins importants. Et donc, ça va avoir un impact sur les recommandations de la revaccination. Et je vous rappelle que, par ailleurs, et je vous invite aussi à considérer un peu cette campagne comme une vaccination anti-grippe, c'est qu'on a le même type de profil aujourd'hui avec la grippe, raison pour laquelle on identifie des facteurs de risque et on ne vaccine pas tout le monde. Alors, je voulais juste faire également un rappel sur ce qu'on entend par les variants d'intérêt associés au SARS-CoV-2, donc au virus. Ceci représente le virus avec cette fameuse protéine spike, donc cette protéine qui va permettre au virus de rentrer dans les cellules. Et les variants associés au virus sont des variants qui vont avoir des mutations au niveau des gènes, au niveau du gène qui va coder pour cette protéine et plus spécifiquement pour certains acides aminés. Et les modifications de certains acides aminés vont entraîner en fait une modification tridimensionnelle de cette fameuse protéine qui fait que le virus peut avoir et va avoir des comportements différents. Et les comportements différents vont être d'une part éventuellement le virus qui va pouvoir être plus contagieux, c'est un virus qui va pouvoir éventuellement se transmettre de façon plus importante entre personnes, et enfin c'est un virus qui va pouvoir être éventuellement plus stable, rester plus longtemps chez les personnes et éventuellement, suivant là aussi le variant, avoir une infection plus importante nasopharyngée ou au contraire plus importante au niveau pulmonaire et une distribution plus importante au niveau notamment pulmonaire et également d'autres organes comme au niveau cardiaque. Et donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va avoir un variant différent, c'est ces petites mutations qui vont traduire des effets qu'il va falloir réétudier à chaque fois. Et donc, voici de nouveau représenté le virus avec différentes mutations. Je vous rappelle que le premier d'intérêt, c'était vraiment le variant alpha, qui est un variant britannique. Et puis, on a eu le bêta, on a eu le gamma, le delta, qui nous a vraiment posé problème là, en termes d'hospitalisation, de mortalité, qui a amené à avoir de nouveau des secteurs qui ont été refermés. Et puis l'Omicron. Et toute la caractéristique de l'Omicron réside dans le fait que les différentes mutations qu'on va rencontrer peuvent encore entraîner des sous-mutations, donc ça veut dire quelques mutations spécifiques tout en restant dans la classe de l'Omicron, qui fait que maintenant on parle de sous-variants. Alors pourquoi est-ce que c'est important? Parce que, comme je vous l'ai mentionné, aujourd'hui dans les variants en circulation, principalement au niveau mondial et plus spécifiquement au niveau national, au niveau belge, c'est la classe du variant Omicron qui circule majoritairement avec ces fameux sous-variants, donc le BA1 et le BA2, on va y venir, mais surtout le BA4, le BA5 et un petit peu le BA2-75. Et donc, ça veut dire que pour chacun des variants, il a fallu et il faut réétudier est-ce que oui ou non ce variant augmente la transmissibilité du virus. Est-ce qu'il a un impact sur l'épidémiologie? Est-ce qu'il a un impact sur la virulence et le tableau clinique? Et enfin, c'est très important, est-ce qu'en ce qui concerne les traitements et les vaccins disponibles,
notamment les traitements à base d'anticorps monoclonaux, est-ce que ces traitements qui sont dirigés aussi sur cette fameuse protéine spike, est-ce que ces traitements vont encore être actifs? Est-ce que les vaccins pour lesquels on va produire des anticorps dirigés contre cette protéine qui est mutée va encore ou pas être efficace? Et donc, à chaque fois, il faut se reposer la question. Et donc, aujourd'hui, vous allez le voir que dans les variants qui circulent le plus, notamment en Belgique, on a principalement le variant Omicron, donc le sous-variant le BA4 et le BA5, qui a été identifié initialement en Afrique du Sud. Et par rapport aux variants qui ont circulé, qui ont réemmené une vague supplémentaire de BA1, BA2 dans le courant du mois de janvier-février, on voit qu'on est dans les mêmes niveaux en fait de transmissibilité que l'Omicron BA2, mais également une augmentation d'impact sur l'immunité. Ça veut dire quoi, une augmentation d'impact sur l'immunité? Ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle un échappement immunitaire. Cet échappement immunitaire, ça veut dire que les personnes qui vont être infectées par le BA2, le BA4 ou le BA5 vont répondre éventuellement un peu moins à l'efficacité des anticorps produits par les vaccins, à l'efficacité des anticorps monoclonaux comme traitement, ou, et c'est important, à l'efficacité des personnes qui ont été par le passé affectées par d'autres variants. Donc le variant Delta a amené la production d'anticorps dirigés notamment contre le Delta à différentes parties, pas uniquement de la protéine spike du virus, mais on sera éventuellement à même de redévelopper la maladie parce qu'on peut être affecté par des variants qui échappent en partie à l'immunité induite par exemple, un variant précédent. Alors, voici ce qui a été publié ce jour. Donc, vous voyez que c'est particulièrement un jour, c'est le 6 septembre. En Belgique, spécifiquement, sur les 2 dernières semaines, les variants BA4 et BA5 représentent 98 à 99%. Le variant BA2 75, qui a été initialement découvert en Inde, représente 1%. Et le nombre augmente graduellement, mais légèrement, tous les mois ou toutes les semaines, je dirais, depuis maintenant à peu près un mois et demi. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à la différence des variants précédents, le variant BA2 75 semble cohabiter avec les variants BA4 et BA5, mais ne vont pas ou n'ont pas l'air de prendre le pas sur le variant BA5. Alors, en Inde, c'était un peu différent, puisque comme les variants BA4 et BA5 ne circulaient pas énormément, quand le variant BA2-75 est apparu, il a pris non pas la place du BA4 et BA5, mais il a pris une place à lui tout seul, indépendamment du BA4 et BA5. Et donc, ça veut dire que si on regarde depuis le début de l'infection, le début de l'épidémie, on voit apparaître des vagues de variants qui correspondent à des vagues de Covid, à des vagues d'infection au SARS-CoV-2 qui sont chaque fois répétées avec de nouveau des niveaux d'intensité qui vont être éventuellement différents et une réponse par rapport à une infection précédente ou à la vaccination différente. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que je vous demande de concevoir que entre 2 variants, là où ils sont majoritaires, ça veut dire là où ils dépassent 50% dans la population, on a généralement maximum 4 mois, peut-être un peu plus pour le Delta. Et donc, ça veut dire que s'il faut adapter un vaccin lorsqu'on est un variant qui est découvert, dont on étudie ses effets, dont il est majoritaire à 50%, moins de 3 mois souvent après apparaît un nouveau variant qu'on réétudie, qui devient majoritaire, et globalement, on est en 3 et 4 mois entre 2 vagues liées à 2 variants différents. Et donc, si on doit réadapter un vaccin qui nécessite minimum 6 mois pour avoir des études cliniques et 1 mois encore pour avoir l'autorisation et la mise sur le marché en quantité suffisante, si on avait fait pour le variant alpha, on serait arrivé au milieu du delta. Si on avait fait pour le delta, on serait arrivé à l'Omicron BA1. Si on avait fait pour le BA1, on serait arrivé au moment où le BA3 ou le BA4, le BA2 ou le BA4 circulait. Et donc, toute la complexité ici d'adapter des vaccins par rapport à des variants circulants, c'est qu'on sait qu'on va courir après des informations qui sont déjà en retard puisque on a historiquement des vagues de variants successives. Alors néanmoins, et c'est important, c'est que, je vous l'ai dit, ces variants se caractérisent aussi par des caractéristiques physiopathologiques différentes. Si on prend juste la période d'incubation, qui est quand même assez intéressante comme critère, puisque la période d'incubation, je vous rappelle que c'est la période, le moment où vous êtes infecté, où vous développez des symptômes. Plus elle est longue, plus vous avez forcément plus de chances de contaminer d'autres personnes si vous avez un titre de virus au niveau nasopharyngé qui est importante. Plus elle est courte, moins vous avez de chances
de contracter le virus et de le transmettre, puisque la période est plus courte. Et effectivement, avec l'Omicron, sa transmission augmente parce que le virus a une plus grande transmission, mais généralement, les personnes sont détectées avec des symptômes à peu près 3 jours et demi après avoir été infectées, alors que dans la forme initiale, c'était un peu plus problématique, puisqu'il fallait remonter à 7 jours pour identifier les personnes par qui elles avaient été infectées. Donc ça, c'est un exemple de différence très concrète entre les variants en circulation. Autre exemple très concret, de nouveau, ça a été publié il y a moins d'une semaine dans le New England Journal of Medicine, c'est est-ce que oui ou non le fait d'être infecté dans une vague précédente par un variant précédent vous protège contre un risque de réinfection. Vous savez que beaucoup de personnes ont dit ça ne sert à rien de se faire vacciner, si vous êtes infecté, c'est bon, vous êtes protégé. En fait, tout simplement, on va voir que ce n'est pas le cas. En tout cas, ce n'est pas le cas parfois à hauteur même de ce que protègent les vaccins. Puisque dans cette étude, ils ont constaté que si vous avez été infecté par le BA1 ou le BA2 ou le Delta ou le Alpha, est-ce que vous avez une bonne, ou le Wong, est-ce que vous avez une protection contre l'infection par le BA5? Et on voit que plus on se rapproche du variant BA5, notamment ceux qui ont été infectés par le BA1 et le BA2, notamment aussi dans des populations hautement vaccinées. Donc ça veut dire qu'on cumule la vaccination et le BA1 et le BA2, on voit qu'on est protégé à 75% de l'infection par le BA5. Donc ça veut dire que 25% peuvent refaire une infection. Par contre, si vous avez été affecté par exemple par le Delta et que vous avez été vacciné, la protection, là, avec le temps forcément qui sépare de façon assez importante le Delta et le BA5, n'est plus que de 61%, et si c'était la forme initiale, plus de 50%. Donc c'est ce qui explique que vous avez tous des personnes autour de vous ou des patients autour de vous qui ont été soit vaccinés et qui ont fait le Covid par le passé et qui représentent des symptômes du Covid avec le BA5, soit parce qu'ils font partie de ces 25% ou de ces 50%. Et donc c'est tout à fait quelque part clair maintenant que une infection précédente, avec ou sans vaccination, ne protège pas totalement des infections par des nouveaux variants. Alors, ça a amené en fait la réflexion de se dire on ne va quand même pas revacciner les personnes tous les 3 mois. Tout simplement parce que ça ne se fait jamais avec les vaccins autres que des vaccins qu'on va prendre pendant 3 ou 4 mois, mais sur une période où on sait qu'à un moment ou l'autre on va s'arrêter. Je vous rappelle que le vaccin contre l'hépatite, on peut faire 3 doses. Pour le vaccin contre l'HPV, on peut faire 3 doses. Pour les vaccins pédiatriques, on peut faire 3, 4, 5 doses éventuellement. Mais il n'y a pas un rappel. Quels sont les seuls vaccins avec rappel? Les plus fréquents, bien évidemment, c'est le tétanos, et vous savez que ça va se passer de façon importante tous les 10 ans. L'hépatite B, c'est lié à un type d'anticorps, généralement on ne le refait pas. L'HPV, on ne le refait pas. Et par contre, c'est bien évidemment le vaccin contre la grippe. Et donc, on a essayé, au niveau du Conseil supérieur de la santé, d'identifier quel était le meilleur moment pour se refaire vacciner avec des vaccins actuels ou des vaccins adaptés sur base de ce concept de utiliser la vaccination pour prévenir une vague dont on ne sait pas si elle va arriver, mais on s'attend à ce qu'elle arrive, avec un variant dont on ne sait pas quel sera le variant. Et donc, vous l'aurez compris, c'est ce qu'on fait chaque année avec la grippe. Chaque année avec la grippe, on vaccine à partir de fin septembre, début octobre, avec des vaccins pour prévenir d'un pic dont on s'attend à ce qui va arriver aux alentours de fin janvier, mi-février, avec des vaccins qui sont adaptés, avec des souches dont on ne sait pas, au final, si réellement ce sera la souche qui va être présente au mois de janvier et février. Et c'est ça que tous les 6-7 ans, avec le vaccin contre la grippe, on a des vaccins qui sont très peu actifs, de moins 10 à 15% d'efficacité, et globalement, ils sont moins actifs que les vaccins ici contre le Covid. Les meilleurs vaccins les plus efficaces, quand on tombe bien sur la bonne souche, on tourne aux alentours des 60-65%. Et donc, c'est ça qu'il est important d'expliquer. Encore ce matin, j'ai expliqué à une patiente à la pharmacie qu'on avait tout simplement considéré les vaccins du Covid comme la grippe pour rassurer certainement les gens et pas la question de se dire on va se faire vacciner tous les 3 mois. Et donc, la question du coup qu'on s'est posée au Conseil supérieur de la santé, c'est quel est le moment, le timing crucial pour se faire vacciner et deuxièmement, quelle est la période de vaccination qui est la plus importante. Alors la période, c'est la durée où on va vacciner. Est-ce qu'on va vacciner sur 3 mois, 4 mois, 5 mois? Et à quel moment est-ce qu'on va vacciner? Et donc là, il a été
décidé, on va le voir, de vacciner à une période bien déterminée qui est à partir de lundi prochain et sur une période, je vais dire la plus courte possible, mais on l'espère en un mois et demi, d'où l'importance de réactiver les centres de vaccination et d'utiliser la première ligne, à savoir les pharmaciens et la médecine générale aussi pour la revaccination. Alors, quand on a fait cet avis, on s'est basé sur l'ensemble des données qui étaient sur le variant Omicron BA1, BA2. Et là, on a constaté, vous allez le voir avec les données belges, que le vaccin sur le variant BA1, BA2 reste efficace pendant à peu près 3 à 6 mois sur les formes les plus sévères et on a une diminution d'efficacité avec le temps. Beaucoup plus marquée sur les formes non sévères, c'est-à-dire sur le fait de redévelopper une infection, beaucoup moins marquée sur les hospitalisations et les soins intensifs. Et donc, c'est les chiffres que je vous ai montrés tout à l'heure, les hospitalisations et les soins intensifs, par vagues successives, diminuent parce que le variant peut être moins virulent, mais aussi surtout parce qu'on a cumulé une partie d'immunité naturelle et une partie d'immunité induite par la vaccination. Et donc, si vous reprenez en Belgique, les chiffres belges, c'est ça qui est intéressant, vous voyez qu'ici, ça c'est l'efficacité de la vaccination sur les soins intensifs. Et pourquoi est-ce qu'on a beaucoup de moins de personnes en soins intensifs? Parce qu'on a vacciné beaucoup plus les personnes à risque d'être en soins intensifs, donc les personnes âgées. Et deuxièmement, on peut avoir effectivement des variants qui entraînent moins de risque de rentrer en soins intensifs. Et vous voyez que la durée d'efficacité des vaccins actuels, y compris sur le BA1 et le BA2, alors qu'ils ont été développés il y a plus d'1 an et demi, reste de plus de 80% encore après 6 mois après la vaccination. Par contre, ce qui est vrai, c'est que chez les plus de 18 ans, et ceci avec 3 doses, je précise, ce n'est pas avec les 2 doses initiales, c'est avec 3 doses. Par contre, on voit bien même avec les 3 doses, l'efficacité de la vaccination sur l'infection symptomatique sur le BA1 et le BA2 chute de façon drastique à moins de 25%, de l'ordre d'une dizaine de pourcents, plus de 6 mois après la vaccination, après la 3e dose. Et donc, ça veut dire qu'on a eu des personnes qui ont redéveloppé des infections BA4, BA5, mais aussi BA1, BA2, lorsqu'elles ont été vaccinées avec les vaccins toujours actuels il y a plus de 6 mois. Par contre, le risque de rentrer en soins intensifs ou d'être hospitalisé était nettement moindre. Et on a eu les mêmes effets sur les hospitalisations, si ce n'est que là, vous voyez, ces fameux 6 mois, on voit apparaître une diminution aussi significative de l'efficacité pour descendre nettement en dessous des 75%, au-delà autour des 50-60%, suivant les données, suivant le type de vaccin, suivant la période où les personnes ont été réaffectées. Par contre, vous voyez que dans le groupe d'âge des 18-64 ans, le vaccin n'est quasi plus efficace, même après 3 doses, sur les formes non sévères. Alors, il en va de même chez les plus de 80 ans ou chez les 65-79 ans, donc c'est exactement le même profil. Le mot d'ordre, c'est un maintien d'efficacité des hospitalisations, mais qui diminue avec le temps, mais surtout une perte d'efficacité avec le temps sur les formes les moins sévères, dans les 6 mois qui suivent la vaccination avec le rebooster sur le variant Omicron BA1, BA2. Alors, ça a amené à la question, pour certains pays, déjà à cette époque, à savoir au mois de mars de l'année passée, de se dire est-ce qu'il faut un second booster? Alors, la question du second booster s'est posée parce que d'une part, on avait des personnes qui étaient réaffectées, qui ne faisaient pas forcément des formes sévères, mais qui avaient un impact aussi, et c'est majeur, sur le risque d'absentéisme. Et donc, beaucoup de pays se sont dit, ça va avoir également un impact socio-économique important, et donc il y a un intérêt de faire un deuxième booster. Et puis, arrivé à la période BA4 et BA5, on a vu les hospitalisations remonter, parce qu'on a eu une perte d'efficacité du vaccin, et eu de nouveau un délai de la vaccination généralement qui a augmenté par rapport au mois, bien évidemment, qui avançait, où le variant BA4, BA5 est arrivé. Donc là, on a eu aussi des pays, y compris d'ailleurs la Belgique, où on s'est posé la question de savoir s'il y avait un intérêt de refaire un deuxième booster, ou par exemple au mois de juin, au mois de juillet. Et donc on a, dit autrement, des données qui permettent de chiffrer si oui ou non ce second booster réduisait de façon significative tant les infections que les hospitalisations. Et effectivement, dans les premières données qu'on a eues, sur une période de 2 mois qui a suivi la vaccination en deuxième booster, on a vu un effet très significatif sur la réduction du risque d'hospitalisation et de formes graves. Mais néanmoins, comme c'était le cas après le premier booster, on a vu un effet qui n'a pas perduré dans le temps et on sait maintenant qu'il va être réduit à peu près 3 mois après un deuxième booster. Autre caractéristique assez importante, c'est qu'on a constaté que ça réduisait aussi les hospitalisations et les décès
ainsi que les infections chez les personnes qui les avaient utilisées de façon préférentielle, à savoir notamment les professionnels de la santé qui étaient exposés fréquemment à un risque d'infection plus élevé. Alors, autre caractéristique qu'on a appris de cette campagne de revaccination avec un deuxième booster dans certains pays, c'est que l'efficacité était bien renforcée, elle durait dans le temps, mais pas au-delà généralement de 3 mois pour les formes moins sévères, un peu plus certainement pour les formes plus sévères. Par contre, on n'avait pas de nouvelles données de sécurité qui remettaient en cause un second booster. Donc, tous ceux qui se posent la question aujourd'hui de savoir si le second booster peut entraîner des risques différents, on a des cohortes maintenant très importantes de plus de millions de personnes qui ont été vaccinées avec ce second booster. Je vais y revenir sur les effets indésirables classiques de ce second booster. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'avec le premier et le second booster, que ce soit avec le vaccin Pfizer ou le vaccin Moderna, on a beaucoup moins de myocardite. Une des raisons est principalement le fait qu'on ne vaccine pas en second booster les personnes les plus jeunes. Or, ces myocardites, même si elles étaient très rares, apparaissaient principalement chez les moins de 30 ans, après la deuxième dose, principalement chez les garçons, un peu plus avec le vaccin Moderna. Et donc, assez confiant sur la sécurité. Donc, les recommandations qu'on a éditées à cette époque-là, en juillet, qui ont été reprises in extenso par la Task Force Vaccination et la conférence interministérielle des ministres de la Santé, a été premièrement, de confirmer que ce premier booster est nécessaire, même si des personnes n'ont pas encore fait un booster par le passé. Donc il y a toute une série de personnes, on va le voir, qui ont souhaité ne pas faire un premier booster. Et donc aujourd'hui, plus que jamais, cette campagne de vaccination n'est pas une campagne de X booster, 3e, 4e ou 5e booster, c'est une campagne de revaccination. Comme la grippe, personne ne s'amuse à compter combien de vaccins il a eu par le passé. Ici, on repart sur une revaccination, bien évidemment, de préférence chez les personnes qui ont eu une primo-vaccination. Et vous allez le voir, ça a son impact sur le type de vaccin qui va être utilisé. Deuxième caractéristique, c'est que puisqu'on sait dans les modèles mathématiques qu'on va avoir dans le courant du mois de novembre certainement un pic d'infection et d'hospitalisation qui correspondra à l'Omicron éventuellement BA1, BA2, il faut que la campagne de vaccination débute au bon moment, c'est-à-dire aux alentours du 15 septembre, donc la semaine prochaine, le 12 pour être précis, et deuxièmement, qu'elle soit le plus compacte possible. Pourquoi? Parce que le pic d'efficacité qui reste encore maintenu de façon très importante sur les hospitalisations et les infections va perdurer pendant au moins 3 mois. Et donc, si on se fait vacciner à partir du 15 septembre, on sera bon au minimum jusque fin décembre, janvier, février. Et là, on se reposera éventuellement la question, suivant la situation épidémiologique, de ce qu'on doit faire. Mais historiquement, on sait que c'est même 6 mois pour l'efficacité sur les hospitalisations. Et donc, enfin, troisième commentaire majeur, c'est que aujourd'hui, malgré que je vous parle de ces fameux 6 mois pour les hospitalisations, on recommande un intervalle de au moins 3 mois pour recevoir cette revaccination après soit une deuxième dose, soit une troisième dose. Alors, ça veut dire bien évidemment que on sait aujourd'hui que la plupart des personnes ont été vaccinées avec leur premier booster il y a généralement plus de 3 mois, généralement même plus de 6 mois. Et donc, ça laisse une grande flexibilité, mais ce qui compte, c'est de permettre même à des personnes qui auraient été vaccinées avec un premier booster au mois, par exemple, de juin, de se retrouver dans les possibilités d'être vaccinées dans le courant du mois d'octobre avec un vaccin adapté. Alors, je vais revenir sur la question qui est un peu délicate. Est-ce qu'il faut de nouveau revacciner les personnes qui ont eu le Covid par le passé, suivant le moment où elles ont eu le Covid? Et donc, historiquement, le Conseil supérieur de la santé a toujours été sur la même longueur d'onde, à savoir que la vaccination plus l'infection donne une réponse supplémentaire à la vaccination seule ou l'infection seule. Et donc, on recommande d'être vacciné même si on a eu une infection par le passé, et le délai, c'est les fameux 14 jours. Donc, 14 jours, soit après un Covid symptomatique, soit après une PCR qui est positive. Alors, vous allez voir que l'EMEA aujourd'hui a publié un statement qui permet de modifier légèrement cette recommandation pour ne pas fixer à 14 jours, mais éventuellement de façon un peu plus longue, notamment avec le variant BA4 et BA5, les personnes qui auraient développé la maladie avec une PCR positive au mois de juillet ou au mois d'août, elles pourraient éventuellement attendre 3, voire 4 mois, voire plus, mais à cette époque-là, ce n'est pas l'avis du Conseil supérieur de la santé. Alors, on a établi par contre des groupes, et ces groupes prioritaires sont
correspondent au groupe prioritaire assez logique, quelque part en miroir d'une part avec la grippe, mais surtout également en miroir avec ce qui a été fait à partir de janvier, quand on a commencé à vacciner de l'année passée, à savoir les personnes les plus à risque. Le facteur principal des formes sévères à risque, c'est l'âge, l'immunodépression et les comorbidités, et les personnes vivant par définition en maison de repos et de soins, qui sont soit plus âgées, soit, même si elles sont parfois un peu moins âgées, sont en partie immunodéprimées, puisque vous avez une immunosénescence. Et enfin, les personnes et les femmes enceintes restent le groupe prioritaire. Le deuxième groupe prioritaire, c'est les personnes actives dans les soins de santé. Alors, ces personnes actives dans les soins de santé, c'est pas uniquement les professionnels de la santé, ce sont toutes les personnes qui touchent de près ou de loin à une activité avec les soins de santé, c'est-à-dire du brancardier par exemple, la secrétaire. Donc, c'est particulièrement important de les identifier aussi comme des personnes à risque. Et là, de nouveau, elles sont vulnérables parce qu'elles sont en risque d'être contaminées, mais elles sont également plus à risque une fois qu'elles sont contaminées, si elles développent une forme sévère ou moins sévère, d'avoir un problème de fonctionnement des institutions comme on a eu par le passé, avec des taux d'absentéisme qui pouvaient atteindre les 15-20% et qui impactaient pas la problématique uniquement des patients qui souffraient du Covid, mais l'ensemble du fonctionnement des hôpitaux. Bien évidemment, les personnes, ça reste la vaccination en cocon, les personnes qui sont en contact et qui vivent sous le même toit que des personnes qui sont à risque, par exemple les immunodéprimés sévères, sont aussi dans les groupes prioritaires. Et donc, on en arrive à ce fameux groupe où, un peu comme la grippe, c'est un groupe un peu particulier, dès 50-64 ans, où le Conseil supérieur de la santé a estimé qu'il fallait les vacciner si elles ont des facteurs de risque, et 3 facteurs de risque en particulier, l'obésité, la cigarette et l'alcool. Alors, la problématique, c'est que ces personnes, on ne sait pas les identifier quand on doit les convoquer, puisqu'on n'a pas ce statut d'obésité, d'alcoolisme, enfin de l'alcoolisme. Même l'alcool mondain, quelque part, peut être problématique, ou le fait de fumer. Et donc, c'est peut-être la seule nuance qu'on a pris au niveau de la task force, c'est que pour un aspect organisationnel, et ça a été suivi par la conférence interministérielle, c'est que les 50 à 64 ans soient tous convoqués, qu'elles aient ou pas des facteurs de risque puisqu'ils ne sont pas connus. Maintenant, si vous prenez l'obésité, c'est-à-dire l'indice de masse corporelle supérieur à 30, le fait de fumer, le fait d'avoir une consommation alcoolique, ça représente quand même un groupe non négligeable, sachant par ailleurs que si vous êtes avec d'autres facteurs de risque, vous êtes encore plus prioritaire, donc notamment l'hypertension, l'asthme et autres, et donc chez les 50-64 ans, ça va regrouper la plupart des personnes. Dit autrement, les autres en dessous de 50 ans ne sont pas recommandés. Ça veut dire qu'il n'y a pas une recommandation proactive de se faire vacciner. Par contre, à titre individuel, les 18-64 ans qui n'ont pas de facteur de risque, si elles veulent décider de se faire vacciner, là, elles peuvent le faire sur base individuelle, généralement en contact avec le pharmacien ou le médecin ou l'infirmière, puisque c'est le sujet ici. Et donc là, il faut déterminer si oui ou non c'est optimal pour ces personnes. Alors là aussi, il faut peut-être être... Pourquoi est-ce qu'on a un peu changé notre fusil d'épaule par rapport à la primo-vaccination, hein, on a vacciné tout le monde, c'est parce que lorsqu'on avait le variant alpha et le variant delta, on avait des données quand même assez robustes qui montraient que la vaccination prévenait la transmission de façon assez significative. Et notamment 2 personnes vaccinées étaient très peu à même de nouveau se recontaminer, et même si une personne était vaccinée, elle était peu à même de recontaminer une autre personne. Donc on avait un effet sur la transmission qui était plus important avec ces variants. Le problème avec le variant Omicron, c'est qu'il est tellement transmissible, notamment le BA4 et le BA5, que les effets sur la transmission du vaccin sont beaucoup moins que ce qu'on souhaiterait. Et donc ça veut dire que malheureusement, aujourd'hui, vacciner un adolescent de 18 ans ou 19 ans, en termes de balance bénéfice-risque, même si elle est considérée positive parce que les risques sont excessivement faibles et le bénéfice est principalement sur le risque d'infection, en termes de transmission, on ne s'attend pas à réduire de façon très majeure la transmission dans les écoles, les universités, en vaccinant les jeunes entre eux. Alors, ceci, ce que je viens de mentionner. Alors, je vais y revenir sur quel type de vaccin, à savoir les vaccins, quels vaccins on va administrer. Vous allez voir que ce sont des vaccins adaptés, mais ça veut dire quoi des vaccins adaptés? C'est ça qui est intéressant. Alors, comme on est en période de grippe, je vous rappelle, en période de vaccination, pardon, contre la grippe, là, on sait aussi, on pose la question de la vaccination simultanée avec la grippe. Et là, de façon générale, on rappelle
qu'il est possible de vacciner en même temps, le même jour, à la même heure, la même personne, dans deux bras différents précédents, de préférence la grippe et le vaccin sur le Covid-19. Ce qu'il faut surtout, c'est ne pas retarder une vaccination par rapport à l'autre. Un exemple très concret, si une personne est appelée à facteur de risque de se faire vacciner, par exemple le 15 septembre pour le Covid, et qu'elle souhaite se faire vacciner pour la grippe aux alentours du 15 octobre, elle ne doit pas reporter sa vaccination de septembre ou à l'octobre pour se faire vacciner en même temps. Il est préférable de faire au meilleur moment chaque vaccin lorsqu'il sera recommandé. Alors c'est un avis ici qui a été rédigé par toute une série d'experts, que ce soit des vaccinologues, des pharmacologues, des médecins généralistes, des pédiatres, et qui a fait l'objet d'un consensus. Ça n'a pas fait l'objet d'un débat majeur. Bien évidemment, je vous l'ai dit, c'est en ligne avec ce que la plupart maintenant des pays recommandent, mais on vient vraiment dans une vaccination comme la grippe en identifiant les personnes à facteur de risque. Alors j'ai encore eu ce matin quelques commentaires, comme on a souvent, assez virulents, en disant ben voilà, c'est ce qu'on aurait dû faire depuis le début, on vous l'avait dit qu'il fallait vacciner uniquement les personnes à risque. Là, je vous répondrai, si vous avez ce commentaire-là, que c'est faux, puisque ça ne sert à rien de prendre la vérité d'un jour et d'en faire la vérité du passé. La vérité du passé, c'était que les vaccins avaient une nettement meilleure efficacité sur la transmission et qu'à ce moment-là, on avait des formes plus sévères de virus qui circulaient, notamment en période Delta. Et donc là, on avait aussi des hospitalisations qui pouvaient apparaître, y compris chez les 25-40 ans, et une transmission qui pouvait être réduite par la vaccination. Aujourd'hui, comme c'est moins le cas, par définition, on identifie effectivement les populations les plus à risque. Et donc, il faut avancer avec les données qu'on a et on s'adapte sur les recommandations qui sont prises. Alors aujourd'hui également, on a travaillé sur un statement commun entre l'ECDC, donc le Centre de contrôle des maladies, et l'Agence européenne du médicament, sur des recommandations qu'on peut faire à tous les États membres, donc les 27 États membres européens, pour l'utilisation de ces vaccins adaptés. Je vais revenir sur ces vaccins adaptés, c'est important. Et on retrouve exactement les mêmes types de recommandations qu'on a fait au Conseil supérieur de la santé. Il y a juste qu'au niveau de l'âge, par exemple, c'est 60 ans qui a été identifié, mais ça correspond en gros à ce que nous on propose, puisque je vous l'ai dit, 65 ans, et eux ils descendent à 60 ans, mais nous, comme on prend les 50-64 ans en dehors de facteurs de risque même pour être convoqués, on arrive plus ou moins à la même chose. Et autre caractéristique, et là c'est la petite différence qu'on a avec le Conseil supérieur de la santé, une question qui revient souvent. Est-ce qu'il faut vacciner des personnes ayant une infection récente au SARS-CoV-2? La seule infection récente, ça peut être le BA4 et le BA5. Il n'y en a pas d'autres depuis 3 mois. Et donc, là, les données sont celles-ci. Oui, on sait que quand on vaccine des personnes qui ont eu une immunité induite par naturelle, donc ça veut dire une immunité hybride, vaccin, une immunité induite, on a une couche de protection supplémentaire et surtout, on constate que la protection contre l'infection et la maladie grave par cette immunité hybride diminue plus lentement. Donc on part de plus haut, si vous voulez, en termes de réponse, et donc on s'attend à avoir des effets qui perdurent un peu plus dans le temps. Par contre, là où on nous propose, nous, 14 jours au niveau du Conseil supérieur de la santé, ici, les MEA et l'ECDC estiment que, comme on a quand même une bonne protection par le variant BA4, BA5, on peut estimer que le variant correspond à une vaccination, et donc on pourrait éventuellement attendre 3 mois ou même 4 mois, voire plus, bien évidemment, après l'infection par le BA4 et le BA5. Mais donc, si vous prenez quelqu'un qui a fait une infection début juillet au BA4 et BA5, si vous prenez les 3 mois, on va se retrouver au mois d'octobre quand elles seront éventuellement en possibilité d'être vaccinées, donc ça ne change quand même pas grand-chose pour la grande majorité de la population. Alors, est-ce que ces données sur le BA1 et le BA2 qu'on avait se sont aussi confortées sur le BA4 et le BA5 qui circulent actuellement, même circulent nettement moins? Et donc, la surveillance des vaccins en Angleterre nous a donné des réponses assez intéressantes. Tout d'abord, elle nous a dit que oui, on confirme, je prends le vaccin Pfizer ici, mais c'est la même chose avec le vaccin Moderna, que si on n'a fait que 2 doses de vaccin, les patients ou les personnes qui n'ont fait que 2 doses de vaccin, vous voyez que 6 mois après la deuxième dose, 15% d'efficacité sur les infections symptomatiques et 70% sur les hospitalisations. Ensuite, on se fait rebooster. Si on ne se fait pas rebooster au-delà de 6 mois, plus le temps avance, plus ceci diminue de façon très significative. Donc on en vient à 0% avec Pfizer et Moderna, et ici, certainement moins de 50% sur les hospitalisations. Quand on rebooste, on remonte l'activité,
de façon significative sur les infections symptomatiques, mais de nouveau, ça rediminue dans le temps. À l'exception des hospitalisations qui diminuent dans le temps, mais de façon nettement moins significative. Et donc ça, c'est sur le BA1 et le BA2. Et ce qu'on a constaté en Angleterre, où ils ont commencé à administrer une 4e dose, c'est quand on administre une 4e dose chez les personnes qui ont reçu une 3e dose, et on prend la valeur de base de l'efficacité vaccinale à peu près entre 25 et 39 semaines après la 3e dose, on constate que celles qui reçoivent une 4e dose ont une efficacité qui réaugmente encore de l'ordre de 50%, en plus de l'efficacité qu'elles avaient conservée sur la 3e dose. Mais cette efficacité diminue. Ça veut dire que 15 semaines après la 4e dose, sur les hospitalisations, on voit qu'on garde quand même une efficacité, je ne parle pas de 0 ici, mais qui est augmentée de l'ordre de 19%, mais relativement variable. Donc, c'est pour ça que le timing est important dans la vaccination ici avec une dose de rappel, pour avoir une efficacité maintenue sur le variant actuel, le BA4 et le BA5, pendant au moins 15 semaines, je dirais, de façon significativement importante, au moins 15 semaines. L'idéal, c'est de le faire certainement à cette période-ci. C'était peut-être pas de le faire il y a un mois et demi, ou ce ne sera peut-être pas, la situation sera peut-être différente dans 3 ou 4 mois. Alors, ces mêmes données ont été observées avec le variant BA4 et BA5 et le BA2, quel que soit le vaccin, mais surtout Pfizer ou Moderna, 3e ou 4e dose, on constate que, y compris sur BA4 et BA5, on réaugmente l'activité de l'ordre de 50-60% sur les hospitalisations grâce à la vaccination, et cette augmentation va perdurer par rapport au niveau de base qui était la protection elle-même de l'ordre d'au moins 4 à 6 mois. Alors, autre information très intéressante, c'est que même indépendamment de ces données d'efficacité sur les hospitalisations, y compris de la 4e dose, c'est est-ce qu'on est plus à risque avec 3 doses par rapport à 4 doses d'être réaffecté. C'est ce qu'on appelle les breakthrough infections, les infections percées. Et cette étude, de nouveau, publiée très récemment, a montré effectivement que sur des professionnels de la santé, à peu près 30 000 professionnels de la santé en Israël, les personnes qui ont reçu 4 doses, on avait 7% qui ont développé des infections percées, donc qui ont été réaffectées. Par contre, les personnes qui n'avaient reçu que 3 doses, on a eu 20%. Donc, on gagne à peu près 13% ici en différence absolue de réduction de risque d'être réaffecté. Alors, vous allez me dire, ça peut pas être grand-chose, mais leur conclusion est sans appel aussi, c'est de dire que grâce à cette protection supplémentaire, y compris sur la réinfection, ça permet de réduire l'absentéisme et réduire le risque de malfonctionnement des systèmes de soins de santé. Alors, j'en arrive aux vaccins qui vont vous être proposés. Tout simplement, aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, je précise, et donc celle du 12, ce sera 2 vaccins, Comirnaty et donc le Pfizer et le Moderna, mais le vaccin bivalent. Et deuxièmement, important ici, est-ce que ça représente une grande partie de la population revaccinée? Oui, parce qu'en fait, si vous regardez aujourd'hui, on a à peu près 76% des plus de 18 ans, puisque c'est de ceux-là qu'on parle, qu'il est proposé qui a reçu un premier booster, donc 24% n'a pas reçu un premier booster. Et rappelez-vous, le premier conseil du Conseil supérieur de la santé, la première recommandation, c'est d'abord le premier booster. Et puis le deuxième booster, on n'a que 7% de la population qui a reçu un second booster dans les plus de 18 ans. Alors ça varie suivant les groupes d'âge, ça varie bien évidemment suivant les régions, puisque la Flandre avait activé cette revaccination un peu plus tôt chez les personnes les plus âgées. Mais vous voyez qu'en Wallonie, par exemple, ou à Bruxelles, ou en communauté germanophone, on est à des niveaux qui tournent aux alentours de 1 à 7-10%. Et donc, plus de 90% de la population peut être potentiellement concernée pour une revaccination par une 4e dose. Alors, je vous ai parlé du vaccin bivalent. C'est quoi le vaccin bivalent? Si vous avez compris et retenu la caractéristique propre des variants qui sont différents et le fait qu'ils apparaissent dans le temps avec des majorités tous les 4 mois, on ne sait pas aujourd'hui développer un vaccin pour le variant qui va circuler, parce qu'on ne connaît pas quel variant va circuler, et deuxièmement parce que le délai de production et d'étude du vaccin dure à peu près 6 mois. Et donc c'est ce qui s'est passé. On a demandé aux firmes de faire des vaccins adaptés bivalents, comme les vaccins contre la grippe, plusieurs souches. La souche originale, parce que je vous ai montré que même une 4e dose de vaccin avec la souche originale est efficace sur le BA4, le BA5, notamment sur les hospitalisations, sur le BA2, le BA1, le Delta, l'Alpha et ici principalement le BA4 et le BA5. Par contre, il y a un intérêt de rajouter une souche Omicron
parce que les sous-variants d'Omicron ont quand même des caractéristiques relativement proches les unes des autres par rapport au Delta, et donc ils ont développé un vaccin bivalent Omicron BA1 et souche originale. Alors, le principe, c'est que vous avez aussi là des esprits chagrins qui répètent toujours la même chose. C'est ridicule de se faire vacciner avec un ancien vaccin contre un nouveau virus. C'est doublement faux. Ce n'est pas un ancien vaccin, même si on utilise la souche originale, puisque le vaccin ancien, donc le Pfizer et Moderna, fonctionne et est toujours actif contre le BA4 et le BA5, comme il était actif sur les deltas, sur les formes les plus importantes. Deuxième erreur, c'est de dire que c'est un nouveau virus. C'est un nouveau variant, mais comme je vous l'ai dit, chaque variant a ses propres caractéristiques, et ce n'est pas parce que c'est un nouveau variant que automatiquement les vaccins précédents ou les vaccins actuels seront inactifs. Et donc ce qu'il faut se baser, il faut se baser sur les données. Est-ce que oui ou non, les données justifient de mettre sur le marché un vaccin bivalent sur les variants circulants et éventuellement sur des vaccins à venir. Et donc, c'est ce qu'on a montré dans des études d'immunogénicité, que ce vaccin bivalent entraînait une réponse supérieure d'efficacité avec des anticorps sur Omicron BA1 et au moins équivalente sur la souche originale. Et donc, ça, c'est important. Et donc, ils ont été autorisés le 1er septembre et ils seront distribués, ils seront disponibles à partir des centres de vaccination. Là, je laisserai en parler plus après moi, mais ils sont autorisés. Alors, chez qui? Chez les 12 ans et plus. Ça ne veut pas dire qu'il faut vacciner les 12-17 ans. Ça veut dire que ceux qui souhaitent le faire, ils peuvent le faire. Deuxièmement, ils sont uniquement en booster. On ne vaccine pas en primo-vaccination, en première dose, avec ces vaccins parce qu'ils n'ont pas montré d'intérêt supplémentaire en première et deuxième dose par rapport aux vaccins actuels. Par contre, que ce soit la 3e dose ou la 4e dose ou la 5e dose chez les immunodéprimés ou ceux qui ont déjà reçu 4 doses, c'est ceux-là qui vont être utilisés, les fameux 3 mois qui seront proposés. Alors, quand on parle de vaccin bivalent, il n'y a pas 2 fois la dose d'antigène dans le même vaccin. On a pris la même dose d'antigène que le vaccin monovalent, on l'a divisé par 2, et donc, au lieu d'avoir 30 microgrammes, par exemple, pour le vaccin Pfizer d'une seule souche, on a 15 microgrammes d'un ARN et 15 microgrammes de l'autre ARN, y compris le Spikevax, le Moderna. Et donc, on s'attend à une réponse immunitaire et une réactogénicité qui est équivalente, et c'est exactement ce qui se passe. C'est qu'en termes d'efficacité, puisqu'on a une souche supplémentaire, on a une efficacité plus large sur le variant Omicron BA1, et par ailleurs, on a une efficacité aussi démontrée avec des anticorps sur le BA4 et le BA5, et une sécurité avec des effets indésirables comparables à ce qui a été observé pour le Moderna et le Pfizer initiaux. Et donc, vous devez vous attendre, si vous êtes vacciné, vous savez que des personnes vont être vaccinées, à ce que une personne sur 2 développe de la fatigue, 40% des maux de tête, des myalgies, de l'arthralgie, éventuellement des nausées, des vomissements chez 10% et de la fièvre variable aux alentours de 5%. Ça ne change pas avec les bivalents et au niveau local, bien évidemment, la douleur à l'injection, l'érythème et le gonflement. Et donc, c'est la même chose de façon assez très proche entre le Moderna et le Pfizer et c'est la même chose entre le Moderna et le Pfizer bivalent et le Moderna et Pfizer normaux. Alors, la question, bien évidemment, qui se pose, est-ce qu'on va jeter les vaccins originaux? Non, puisque d'une part, ils vont être remplacés, c'est-à-dire qu'on ne va plus nous fournir des vaccins classiques originaux, mais des vaccins adaptés. Donc, bien évidemment, on ne va pas cumuler des nouveaux vaccins qui vont arriver en même temps des originaux et des bivalents. On va recevoir des bivalents. Maintenant, il reste des originaux qui servent, comme je vous l'ai dit, principalement à la primo-vaccination et qui montrent aussi une efficacité sur les souches circulantes. Enfin, et c'est important, quid de nouveaux vaccins adaptés, encore plus nouveaux que ceux qu'on a actuellement. Là, effectivement, tant la FDA que l'EMEA ont analysé des données d'un nouveau vaccin adapté BA4, BA5 et le vaccin original. La FDA a sauté le pas, ils ont autorisé ces vaccins, mais sans données cliniques, uniquement avec des données sur l'animal, et ils l'utilisent effectivement chez les plus de 18 ans pour le vaccin Moderna et pour le vaccin Pfizer chez les plus de 12 ans, avec une subtilité, c'est qu'ils l'utilisent déjà dès 2 mois après une vaccination, primo-vaccination, 2 doses ou un premier booster. Et donc l'agence européenne va certainement faire de même dans les semaines à venir, mais attention, ça ne veut pas dire qu'il sera encore plus meilleur que ceux qu'on a actuellement, ça veut dire qu'il aura été adapté pour une souche du BA4 et BA5. Or, le BA4 et le BA5, si vous avez revu mon schéma sur l'évolution, dans 3 mois, dans 2 mois quand on sera mi-novembre, il y a de fortes chances que ce ne soit plus le BA4, BA5 qui circule, mais un autre.
Et donc, ce qui compte, c'est d'être vacciné maintenant avec le vaccin qui sera proposé. Et donc, je vous ai remis les arguments clés pour cette campagne de vaccination. Qu'est-ce qu'on sait? Que c'est bien évidemment, et ça reste les personnes les plus fragiles qui sont les plus à risque qu'il faut vacciner en priorité. Donc, la campagne de vaccination de la VIC est avant tout dirigée contre ces personnes. Deuxièmement, la saisonnalité et les vagues épidémiques précédentes nous ont montré que dans les modèles mathématiques et l'historique, c'est important de vacciner avant cette nouvelle vague. Qu'on a une réduction de l'efficacité des vaccins dans le temps, surtout sur les formes les moins graves, mais qui restent quand même relativement efficaces sur les formes les plus graves pendant au moins 6 mois. Que l'efficacité contre les formes les moins graves et graves de la revaccination est importante, quel que soit le vaccin, que ce soit le deuxième booster avec les vaccins précédents, et ce sera certainement le cas avec les vaccins ici adaptés. 2 à 3 mois minimum, c'est ce qu'on a montré aussi par le passé sur les formes les plus graves, ce sera certainement plus, puisqu'on aura un recul un peu plus important, et que, en ce qui concerne les risques d'événements indésirables, ils sont de la même nature que les événements indésirables avec les vaccins précédents. Par contre, on sait que les myocardites, par exemple, qui étaient le seul problème avec les vaccins ARN chez les plus jeunes, apparaissent nettement moins avec la 3e ou la 4e dose, et 2, on ne recommande pas les populations les plus jeunes à être vaccinées avec une 3e ou une 4e dose. Et enfin, la disponibilité de 3 acteurs, les centres de vaccination qui sont remis en route, et bien évidemment vous-même, les pharmaciens, les infirmiers, les infirmières et les pharmaciennes qui vont participer à cette vaccination. Ce que nous ne savons pas, il faut être honnête, est-ce que les variants à venir vont de nouveau avoir une réponse à la vaccination qui sera aussi efficace? On s'y attend, mais je ne peux pas vous le garantir aujourd'hui à 100%. Comme chaque année avec la grippe, personne ne peut garantir si on va avoir une grippe sévère ou pas et des vaccins très actifs ou pas. Est-ce qu'on aura des nouveaux vaccins? Je vous le dis oui. Dans les semaines et dans les jours à venir, on aura certainement d'autres vaccins qui vont être autorisés, comme des vaccins bivalents BA4, BA5, avec moins de données, et qu'on recevra certainement à la place des vaccins BA1 forme originale. Voilà, je vous remercie de votre attention. Ludovic, on ne t'entend pas. Vous ne m'entendez pas? Maintenant, oui, mais par contre, tu dois passer en présentation. Là, on voit ton écran. On voit ton écran à toi. C'est le mauvais. Oups. Voilà. Normalement, comme ceci, ça doit aller. Ouais. C'est nickel. C'est parfait. Donc voilà, donc enchanté. Donc Ludovic Sablon ici, qui représente la VIC. Donc vous expliquez un petit peu, après cet excellent exposé scientifique, un exposé plus opérationnel. Donc sur tout ce qu'on a fait ici durant les plusieurs semaines, plusieurs mois dans cette partie de phase pilote pharmacien. Donc c'est tout nouveau aussi la vaccination chez le pharmacien, et on a eu la chance de rentrer dans la boucle juste avant le lancement de cette phase pilote. Donc j'y reviendrai. Je vous expliquerai aussi un petit peu tout le parcours qui nous a amené jusqu'à aujourd'hui. Donc, je vais vous dresser un petit bilan de ce qui se passe aujourd'hui, vous expliquer un peu ce qui se passera pendant la campagne d'automne, et puis je laisserai bien évidemment une place à tout ce qui est questions-réponses pour pouvoir justement répondre à vos interrogations si les deux exposés n'y ont pas répondu. Donc, aujourd'hui, et je vais peut-être le mettre en mode pointeur. Donc, ce sont les chiffres ici de la semaine 34. Donc, on est dans une phase où la vaccination pour les doses booster recommence doucement. Donc,
aujourd'hui et depuis le 1er août, on a attaqué les maisons de repos et les vaccinations dans les hôpitaux. Donc c'est ça que nos chiffres commencent à remonter. Donc on était arrivé à des chiffres de plus ou moins 2000 vaccinations hebdomadaires. Ici, ces dernières semaines, on a dépassé les 4000, mais vous voyez que les collectivités prennent principalement quasiment la moitié des vaccinations hebdomadaires. Alors, aujourd'hui, c'est évidemment la dose 4 de rappel qui est majoritaire, quelques doses 5, donc ça, ce sont des personnes aussi immunodéprimées qui, eux, ont un schéma vaccinal à 3 doses et qui ensuite viennent rechercher leur premier et deuxième booster. Donc, ce sont les premières doses 5. Et ce qu'on peut voir aussi dans nos chiffres actuels, c'est que les centres de vaccination qui sont dans un mode réduit depuis l'été, et la médecine générale et les pharmaciens vaccinent plus ou moins le même nombre de personnes ces dernières semaines. Donc, le graphique suivant l'illustre un peu mieux. Donc, vous pouvez en voir ici, en fait, en vert, toutes les vaccinations qui se déroulent en centre de vaccination, en mauve, les pharmacies, et en jaune, la médecine générale. Et donc, on voit qu'on avait démarré ici au 2 mai notre phase pilote en pharmacie et que petit à petit, ces chiffres ont augmenté et ensuite, on a aussi amené plus de pharmacies dans cette phase pilote, vu le succès, vu la réponse aussi de la population qui était très intéressée de pouvoir justement bénéficier d'une vaccination de proximité. Et donc, la pharmacie a vraiment suivi le pic qu'on a rencontré ici début juillet, donc un pic lié au BA5 qui apparaissait en Belgique, qui faisait un petit peu peur, et au départ de vacances. Donc des personnes aussi, et là c'était plutôt la dose 3, venaient se faire vacciner avant de partir en vacances, vu qu'on ne savait pas encore si des restrictions éventuelles seraient à nouveau mises en place d'un point de vue CST. Et ensuite, ici, vous voyez vraiment le break à partir du 1er août. Donc, les collectivités qui ont commencé à vacciner, donc les maisons de repos, les hôpitaux, avec une légère diminution et une deuxième campagne qui va recommencer ici au mois de septembre. Donc, c'est ça qui tire les chiffres actuellement. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que d'un point de vue première dose et deuxième dose, les centres de vaccination conservent l'attrait des citoyens. Donc là aussi, peut-être la peur de l'inconnu, de la réaction éventuelle au vaccin. Donc on préfère se rassurer, aller en centre. Mais à contrario, on voit que la pharmacie a vraiment pris sa place aussi pour une dose de rappel, la 3e dose, ou pour la 4e dose, où la pharmacie démontre aussi tout son attrait pour le citoyen. Alors, quelques chiffres, et ça c'est les chiffres cumulés depuis le début du lancement, c'est qu'on a déjà réalisé plus de 11 000 vaccinations en pharmacie. Donc c'est un chiffre, j'ai pas envie de dire presque inattendu, mais qui nous a vraiment surpris aussi de cette excellente réponse du citoyen. Donc très peu de primo-vaccination, mais le fait aussi que la population est déjà primo-vaccinée pour la plupart des citoyens. Et vraiment, comme je vous l'ai dit ici, 2 très gros chiffres pour les doses 3 et doses 4, qui sont les doses booster. Donc les tendances qu'on remarque ici pour la vaccination en officine, c'est qu'on s'y rend plutôt pour une dose booster. Et ça à tous les niveaux. Donc j'ai mis pour tous les publics et dans toutes les provinces. Donc on ne voit pas spécifiquement une réponse plus à Liège ou plus dans le Hainaut. Et on ne voit pas une réponse plus chez les personnes âgées ou plus chez les plus jeunes. Donc là aussi, on était curieux de voir un petit peu qui allait être intéressé par cette vaccination de proximité. Et la réponse est plutôt tout le monde. Donc c'est très très bien. Et alors on avait aussi lancé un questionnaire dans nos officines et les retours étaient très positifs des citoyens. Donc même au niveau intimité, au niveau prise en charge et autres, il y avait vraiment une satisfaction générale des citoyens. Alors je n'ai pas été dans le détail du questionnaire et je ne vais pas non plus aller plus loin. On a eu 97 réponses, mais quasi toutes étaient excellentes et recommandaient justement cette vaccination en officine. Alors là, je reviens juste, mais très très rapidement, sur ce que Jean-Michel vous a présenté juste avant, donc avec les différents groupes cibles. Donc on avait, comme il l'a expliqué, donc les personnes à haut risque, les personnes de plus de 65 ans, les résidents de maisons de repos, ainsi que le secteur de santé. Et donc l'objectif qui avait été défini par la task force, c'était de vacciner l'ensemble de ces citoyens avant le 30 du 9, et ensuite de passer à la catégorie suivante, qui sont les 50-64 ans avant le 30 octobre.
Donc ça, c'était les deux gros objectifs. Alors, suite au modèle prévisionnel, aux hypothèses qu'on a émises et au nombre de personnes à vacciner, mais on s'est rendu compte que la vaccination n'était pas possible en fait d'être réalisée uniquement par les premières lignes, et c'est pour ça qu'il a été décidé de réouvrir les 22 centres. Alors, Jean-Michel l'a aussi mentionné, le plus important, c'est de faire une phase très condensée de vaccination, et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, tous les moyens sont mis avec 22 centres de vaccination en Wallonie qui ouvriront pendant 8 semaines pour vous accompagner dans cette vaccination. Enfin, dernier groupe, j'en parle toujours aussi parce que ces personnes sont libres en fait de choisir de venir chercher cette dose booster ou non. Donc ces personnes ne seront pas invitées de manière proactive, donc ils ne recevront pas un courrier en tant que tel, mais ils peuvent spontanément se présenter et demander à recevoir une dose booster. Donc ils sont bien prévus aussi pour cette nouvelle campagne. Donc le go vraiment général sera donné le 12 du 9, même si je l'ai expliqué, on a déjà démarré préalablement dans les collectivités. Mais ici, ce qui démarre réellement et officiellement, parce qu'on reçoit actuellement les vaccins adaptés, ce sera le 12 du 9 dans les centres de vaccination, et donc une campagne de communication qui est déjà lancée aussi depuis le 1er septembre, et vous l'avez déjà certainement remarqué, soit à la TV, soit dans les journaux, soit sur les affiches le long des autoroutes. Donc il y a vraiment un gros paquet d'informations qui sont données, et on se rend compte dans nos premières tendances ici, suite aux premières invitations, c'est que le public réagit quand même positivement, pose des questions. Donc j'avais certains de vos confrères aujourd'hui qui m'interrogeaient aussi quand est-ce qu'on sera délivré, et je vais y venir juste plus loin, du vaccin adapté, parce que les personnes qui se rendent en officine posent des questions dans ce sens-là. Nous avons entendu parler d'un vaccin adapté, on aimerait le recevoir, il sera disponible quand? Donc voilà, on n'est pas face à des citoyens qui viennent parce qu'on leur a dit. Non, ils se sont quand même renseignés, et c'est vraiment très intéressant de notre côté de voir aussi cette réaction du public. Alors, pour vous expliquer un petit peu l'aspect logistique, les autorisations EMA ont été reçues ici le 1 du 9, mais nous n'avions pas encore le Pfizer et le Moderna bivalent dans nos stocks. Donc, c'est des livraisons qui ont lieu. Donc, Pfizer a livré aujourd'hui, par exemple. Moderna arrive vendredi. Donc, les tout premiers vaccins arrivent, et l'objectif est d'abord de distribuer les centres qui doivent être activés ici pour le 12 du 9. Donc, cette semaine est dévolue à la livraison dans les centres, et la semaine suivante sera dévolue aux livraisons en officine. Donc, courant la semaine du 12 au 17, vous recevrez les premiers Pfizer adaptés. Donc, pour vous aussi, le choix a été fait de travailler uniquement en Pfizer en officine, et donc vous serez en possession du Pfizer original et du Pfizer bivalent. Et donc là, c'est juste un petit tableau pour vous rappeler que ce Pfizer original, vous devez en avoir, parce que vous pouvez toujours avoir potentiellement des personnes qui vous demandent une primo-vaccination, et c'est uniquement ce vaccin-là que vous devez utiliser. Ou alors le Pfizer bivalent qui peut être administré en dose 3, en dose 4, voire en dose 5. Je réinsiste aussi sur le délai de 3 mois avant la dose booster. Donc, on recommande idéalement 6 mois, mais un minimum de 3 mois peut être donné. Et on rappelait aussi, Jean-Michel l'a dit, pas d'utilisation de ce bivalent pour la primo-vaccination. Alors, une petite information aussi qui n'est pas encore officielle, parce qu'on n'a pas reçu les SOP pour le vaccin adapté, mais donc a priori ce vaccin sera conditionné de cette manière-là. Donc il sera conditionné de la même manière que le RTU actuel Pfizer, mais avec une indication supplémentaire sur l'étiquette Booster Only. Donc ce sera très important de les différencier, parce que c'est mineur comme différenciation, mais donc ce sera apparemment le seul moyen de distinction entre les deux. Donc voici une petite photo qui vous illustre. Normalement, les SOP seront entre nos mains, et on a reçu la promesse de l'AFMPS aujourd'hui. Donc les SOP devraient être entre nos mains à partir de demain matin. Donc voilà, on avait encore réunion aujourd'hui, et on pourra diffuser ces SOP pour les nouveaux vaccins dès demain. Alors, d'un point de vue logistique vaccin, voici un petit peu les plannings de livraison. Donc,
le choix de vous donner Pfizer, c'est parce que Pfizer, on en a énormément et Moderna est moins plébiscité par la population. Donc, les plus petites quantités vont être aussi envoyées vers les centres qui pourront ainsi offrir du Moderna, mais on ne va pas découper toutes ces petites quantités et aller les dispatcher par boîte de 10 dans les officines. Donc, vous avez uniquement du Pfizer qui reste le vaccin numéro 1 aux yeux du citoyen. Et donc, ça, c'est un petit peu notre planning de livraison, de réception des vaccins, ce qui nous ferait un chiffre d'1,8 million en fin de semaine 40. Donc, la première semaine d'octobre, nous aurions reçu 1,8 million et selon nos hypothèses de vaccination avec taux d'adhérence des différents groupes cibles, on envisage de vacciner environ 1,5 million personnes en Wallonie. Donc, ces vaccins-là serait suffisant. À noter qu'en 41, 42, 43, on continuera à recevoir des vaccins, mais nous sommes vraiment avec assez de quantité pour pouvoir assumer la campagne. Et donc, comme je l'ai précité, la livraison aura bien lieu dans les officines courant de la semaine du 12 septembre. Alors, d'un point de vue aspect pratique, et ça a été le gros changement ici depuis le 18 juillet, en fait, l'INAMI a pris les rênes pour payer, pour rémunérer l'acte de vaccination. Et donc, lors de la phase pilote, nous avions établi des CNK, des pseudocodes bien spécifiques avec l'APB qui permettaient de vous rémunérer pour ceux, en tout cas, qui ont participé à la phase pilote. Mais depuis ce 18 du 7, c'était ces pseudocodes-ci qu'il fallait utiliser. Donc, un pseudocode de préparation à 3,22 € et un pseudocode d'administration à 15,50 €. Alors, je suis en contact avec l'APB qui m'a expliqué un petit peu la problématique de changement de pseudocode avec ce changement INAMI qui s'est déroulé quand même très rapidement et au manque d'informations. Donc, j'ai bien entendu que vous, de votre côté, ces pseudocodes sont uniquement utilisés depuis le 1er septembre. Et donc, actuellement, on cherche une solution pour pouvoir rémunérer cette période 18 juillet 1er septembre, mais je vous invite maintenant à bien utiliser ces pseudocodes-ci pour vous faire rémunérer en direct par l'INAMI. Alors, la question aussi de l'éligibilité, donc on l'a expliqué, les personnes sont invitées avec une lettre, un courrier, en tout cas pour toutes les personnes de plus de 50 ans. Donc ça fait foi en termes d'éligibilité. Maintenant, on vous invitera toujours à vérifier aussi sur Vaccinet s'il existe bien ce délai entre les 3 doses. Donc, je ne dis pas que ça existe, mais si, ça existe, mais pas de manière énorme. Mais certains petits malins font une dose et puis testent une semaine après. Donc, on a eu certains cas. Donc, vérifiez quand même toujours le délai entre la dernière dose, même si la convocation fait foi. Il vaut toujours mieux vérifier que la personne a bien eu respecté ce délai. Et alors, une FAQ, ça je tenais aussi à vous le rappeler, une FAQ est disponible via les fédérations, donc une FAQ qui est mise à jour continuellement, donc à la suite des différentes questions. Ça avait été assez compliqué le démarrage de la phase pilote, et donc les citoyens venaient avec énormément de questions pour lesquelles le pharmacien n'était pas spécialement préparé. Et donc ici, le docteur Belinda Perrin a, en collaboration avec les fédérations, établi cette FAQ pour justement pouvoir répondre à toutes ces premières questions. Et elle est mise à jour avec les nouveaux sujets qui arrivent. Donc le vaccin adapté aujourd'hui qui arrive, vous pouvez répondre, qui devrait être livré ici après le 12 septembre. Voilà, ce sont toutes des nouvelles questions. Donc n'hésitez pas à les remonter via les fédérations. Les fédérations se mettent en contact avec le docteur Perrin et nous y répondons et vous remettons à jour cette FAQ. Alors, un autre point important, ici on l'a constaté aussi pendant les horaires d'été, donc avec les congés, certaines officines avaient fait le choix de ne plus vacciner vu que le personnel était en mode réduit. Il faut toujours bien nous communiquer et ça, certains pharmaciens l'ont vu aussi à leurs dépens, c'est bien nous communiquer pour qu'on puisse mettre à jour le plus vite possible le site Je me vaccine. Généralement, c'est toujours mis à jour dans les 24 heures. Donc, envoyez votre email ici sur l'adresse que je vous communique et nous mettons à jour derrière les horaires sur le site Je me vaccine, des informations spécifiques qu'on pourrait mettre aussi par rapport à votre officine. Mais voilà, donc parce que certains vaccinent
pas tous les jours de la semaine. Donc ça, c'est aussi important que le citoyen puisse savoir, je suis ouvert le mercredi, le jeudi, le vendredi et le samedi pour la vaccination, mais pas les autres jours. Donc voilà, ça, je vous invite vraiment à... C'est un outil très puissant. Le citoyen aujourd'hui qui reçoit sa convocation va sur le site Je me vaccine, met son code postal et regarde dans le rayon qui est disponible pour se faire vacciner. Alors, un petit peu plus d'historique, et ici, c'était pour répondre à la question qu'on reçoit le plus souvent, c'est pourquoi je suis candidat et je ne suis pas aujourd'hui repris dans la liste des pharmacies vaccinatrices. Mais c'est parce qu'on a entamé un process, hein, comme je l'ai dit, au 1er avril, quand on a repris tout ce qui était activité de vaccination, en fait, vous aviez uniquement des pharmacies qui fonctionnaient comme des takeaway. Donc, des takeaway sont les pharmacies satellites qui distribuaient les vaccins aux médecins généralistes. Alors, on a lancé cette phase pilote début mai avec 26 pharmacies qui avaient été sélectionnées pour être réparties géographiquement et équitablement. Et ces 26 pharmacies avaient été sélectionnées dans nos tout premiers partenaires. On se voyait mal aller recruter de nouvelles pharmacies alors que nous avions des partenaires très fiables et très motivés depuis le début des campagnes de vaccination. Et ensuite, au fur et à mesure de la réussite de cette phase pilote, on a commencé à étendre un petit peu le réseau. Donc, on a augmenté parce qu'on s'était rendu compte qu'il y avait certaines zones blanches en Wallonie, donc des zones qui n'étaient pas desservies, qui en plus avaient vu leur centre de vaccination disparaître. Donc, il fallait vraiment qu'on réoffre de la vaccination dans ces régions-là. Et donc là, on a étendu à 121 pharmacies satellites. Donc, une pharmacie satellite distribue aussi à la médecine générale, donc il n'y a pas que eux comme point de vaccination, ils permettent aussi aux généralistes qui entourent de vacciner. Et parmi ces 121, on est passé à 60 pharmacies vaccinatrices. Alors, l'objectif ici, avec cette nouvelle campagne, était de mettre le coup d'accélérateur. Et notre objectif aujourd'hui, c'est d'essayer d'atteindre plus de 200 pharmacies actives en takeaway et en pharmacie vaccinatrice. Donc, c'est bien ce que je rappelle ici. L'objectif, lorsque vous devenez vaccinatrice, c'est d'aussi être un point pharmacie satellite, ne pas faire le choix, je veux juste l'un ou je veux juste l'autre, parce que, je l'explique juste après, ça nous prend énormément de travail d'un point de vue logistique. Donc, on a encore agrandi l'équipe aujourd'hui pour améliorer cette distribution logistique, mais c'est vraiment un travail de bénédictin. Donc, on n'a pas les systèmes ERP des grossistes répartiteurs et autres, même si c'est quelque chose qu'on cherche à dispatcher vers les grossistes répartiteurs. Mais dans la situation actuelle, dans la situation aujourd'hui, il est très difficile de pouvoir, comme ça, vite et rapidement augmenter le nombre de pharmacies. Donc, on fait de notre mieux, mais ça prendra encore un petit peu de temps, encore quelques semaines pour pouvoir contenter tout le monde. Donc, voilà, ça, je voulais aussi vous l'expliquer parce qu'on a énormément de questions à ce niveau-là. Et je rappelle, bien évidemment, que pour pouvoir vacciner, il faut avoir suivi les 2 modules de formation, qu'il est le module injection et aussi le module réanimation. Et ça, je viens de l'expliquer. Donc, on fait notre maximum pour continuer à prendre de plus en plus de pharmacies avec nous dans cette campagne. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement pour le schéma logistique? C'est que vous avez en fait le stock fédéral ici qui est à moins 80 et plusieurs hubs hospitaliers qui dispatchent les flacons, donc les box de 10 vials. Alors, ces stocks sont alimentés directement par les sociétés pharmaceutiques et la manière de fonctionner, en tout cas la manière autorisée par la FMPS et par les différents arrêtés royaux qui ont été rédigés dans le cadre de la crise Covid, c'est de passer par ces hubs hospitaliers, de faire décongeler ces vaccins par le pharmacien hospitalier et d'ensuite vous les faire livrer. Et donc, ce qui se passe, lorsque vous commandez et que vous passez une commande, votre commande arrive à la VIC et la VIC doit faire plusieurs processus. Donc, il doit tout d'abord envoyer une ordonnance au hub, il doit prendre contact avec Medista pour organiser des livraisons. Et ce sont des personnes en fait qui sont derrière ce formulaire de commande qui récapitule tout. Donc, quand on est à 96 takeaway
ou 200, vous voyez aussi la charge de travail qui augmente. Et donc aujourd'hui, voilà, c'est une personne et pas un système informatisé comme les grossistes répartiteurs l'ont qui font ça. Et ce qui fait que les choses sont plus difficiles. Alors, il n'y a pas que tout ce process commande. Il faut savoir aussi que quand on rajoute des pharmacies dans le loop, il faut bien évidemment informer le hub, informer Medista, qui doit aussi encoder des nouvelles adresses dans son système de livraison et encoder le système interne de la VIC pour pouvoir aussi créer, entre guillemets, des numéros de clients, en tout cas des numéros bien spécifiques pour pouvoir suivre et tracer votre livraison. Donc tout ce schéma est quand même assez complexe et en parallèle de ça, nous, on se bat aussi pour pouvoir profiter de toute la logistique existante en fait, la logistique existante des grossistes répartiteurs qui vous délivrent en fait tous les autres médicaments et qui pourraient vous délivrer le vial ou en tout cas le conditionnement en boîte de 10 suite à une commande via votre logiciel. Mais aujourd'hui, on reste bloqué avec la FMPS. Donc, les discussions ont avancé. Ça, je ne veux pas dire non plus qu'on est à 1.0. Donc, Sébastien Morel, qui est notre pharmacien logisticien, les rencontre régulièrement aussi pour décoincer pas à pas les différents chaînons qui posent encore question, les mots sur lesquels on s'arrête au niveau des arrêtés royaux. Mais donc, un des points bloquants ici, c'est de faire comprendre, en tout cas, et mettre un pharmacien au niveau du stock fédéral pour que ce stock fédéral puisse livrer en direct le grossiste et qu'ensuite le grossiste reçoive l'autorisation de la FMPS de distribuer ces vials. Donc ça, c'est vraiment des points bloquants, des points de discussion aujourd'hui. Et c'est ce pourquoi on se bat, parce qu'à partir du moment où on pourra passer avec ce système existant, nous ne devrons plus que nous concentrer sur la livraison et vérifier les stocks minimums des grossistes et réapprovisionner le grossiste de manière régulière pour qu'il ne tombe pas à court, mais via un processus qui est tout à fait connu et éprouvé par les grossistes. Donc voilà, donc ici c'est une slide qui résume un petit peu tout ce que je viens de vous dire. Alors je l'ai mis aussi, c'est vrai que dans le passé on avait un flux de commandes ici qui était vraiment très complexe, qui fonctionnait, je l'ai dit, à 96 pharmacies mais qui à 200 a montré ses limites. Donc on a aussi modifié ce flux de commandes pour que le pharmacien logisticien puisse avoir une vision beaucoup plus directe, beaucoup plus rapide de ce qu'il doit faire en termes d'ordonnance. Donc ça c'est une étape qu'on a réalisée. On a aussi pris nos contacts et réseauté pour toutes nos questions logistiques. Donc, au début, quand on a repris le dossier, on n'avait pas tous les bons intervenants toujours autour de la table. Donc ça nous a permis aussi de rencontrer, de comprendre les mécaniques et d'avancer sur la question du grossiste répartiteur. Comme je l'ai dit, une ressource vient de nous rejoindre aussi pour augmenter plus rapidement le nombre de pharmacies. Donc, cette ressource est là. Elle travaille déjà depuis 2 semaines et prend contact individuellement avec les pharmacies candidates pour les intégrer dans le processus. Et on continue notre démarche auprès de la FMPS et du GT District, qui est un groupe de travail fédéral pour pouvoir justement passer la main aux grossistes répartiteurs. Donc voilà, ça c'était vraiment une partie opérationnelle vaccination. Alors, j'ai prévu aussi de parler, mais plus brièvement des infirmiers, parce que là, les contacts avec les fédérations sont vraiment à un début. Donc, on a commencé à prendre contact. Donc ici, lorsqu'on va partir dans cette phase de vaccination, ce sera plutôt un go live directement. Et je voulais rappeler un petit peu les différentes étapes pour les infirmiers intéressés à la vaccination. Donc pour vous, ce qui est vraiment très important, c'est que vous ne pouvez vacciner que sur prescription du médecin généraliste. Donc, il vous faudra vraiment recevoir cette prescription pour pouvoir aussi aller chercher la seringue qui sera préparée en pharmacie et ensuite enregistrer, donc après administration, enregistrer la vaccination dans Vaccinet Plus. Et donc aujourd'hui reste ce point le plus bloquant. Donc nous avons besoin des candidats vaccinateurs et ça je vous invite à vous retourner vers vos différentes fédérations pour qu'elles puissent compiler des listes de candidats vaccinateurs que nous pourrons ensuite uploader dans le système Vaccinet. Donc là,
plutôt que de recevoir des mails individuels, on va vraiment travailler main dans la main avec les fédérations comme on l'a fait pour les pharmacies pilotes et pour les pharmacies maintenant qui sont arrivées dans une phase de routine. Donc voilà, donc ce qu'on vous conseille, c'est vraiment adressez-vous aux fédérations. Les questions, on va y répondre aux premières questions qui arriveront ici dans le chat, mais donc on y répondra aussi via les fédérations et je propose vraiment qu'on prenne la même voie d'opérationnalisation qu'on l'a faite avec les pharmacies parce que pour nous et pour les fédérations et je pense pour le pharmacien, ça a été vraiment un véritable succès et il a fallu qu'on trouve nos marques, mais ça s'est très vite fait et on est très content de l'endroit où on est arrivé aujourd'hui. Et donc, pour les pharmaciens, l'acte à enregistrer via Inami se fait via le pseudocode ici 419 451. Donc voilà, j'ai repris ces quelques informations. Ce qu'on avait fait aussi avec les fédérations de pharmacie, c'est des petites SOP pour expliquer les différents éléments. Donc on vous invite aussi à vous retourner vers les fédérations qui recevront des SOP et avec qui on travaillera sur la confection de ces SOP. Alors, je voulais juste aussi faire un petit point, mais comme je l'ai dit, à la VIC, opérationnalisation, vaccination, mais ça fait des sujets avec vous, avec les infirmiers, avec les pharmaciens, avec aussi les centres de vaccination. Donc, ici, nous sommes dans une semaine quand même assez dense, j'ai envie de dire, mais toujours disponible. Mais donc voilà, donc nos délais de réponse peuvent parfois être un petit peu plus longs. On commence déjà à nous interroger aussi sur une vaccination monkeypox. Donc voilà, la cellule reçoit beaucoup de questions, fait de son mieux pour vous répondre et donc on fera de notre mieux. Et c'est pour ça que je vous remets ici, si on n'a pas répondu aux questions aujourd'hui ou via la fac qui suivra ce webinaire, n'hésitez pas à envoyer vos questions à vaccin.covid. Et alors, ci-dessous, c'est un petit lien sur lequel je vous invite à cliquer et qui reprend en fait tout ce qui est explicatif au niveau INAMI par rapport aux honoraires et par rapport au mode de fonctionnement de l'INAMI pour la vaccination Covid. Voilà, j'en ai terminé. Alors, je ne sais pas si Belinda va faire comme le dernier webinaire. Donc, Belinda va nous lister un petit peu les grosses questions qu'elle a reçues ici dans le chat pour qu'on puisse y répondre. Oui, je suis là. Est-ce qu'un pharmacien peut travailler en collaboration avec une infirmière pour qu'elle vienne vacciner en officine? Alors, le point très important, c'est qu'il faut une prescription d'un médecin généraliste. Donc, l'infirmière ne peut pas travailler sous la responsabilité d'un pharmacien. Elle doit vraiment répondre à un médecin généraliste. J'ai des questions sur la responsabilité en cas d'effets secondaires et de choc anaphylactique. On parle que comme c'est toujours en phase 3, un formulaire de consentement devrait être demandé. Et j'ai aussi l'autorisation de mise sur le marché, qui est quelque chose qui n'est pas encore validé, qui s'assimile à de la thérapie expérimentale. Voilà. Jean-Michel. Donc, je vais répondre à cette question-là. Une autorisation de mise sur le marché conditionnelle est une autorisation de mise sur le marché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça garantit les mêmes données en termes de balance bénéfice-risque, en termes de données de sécurité et d'efficacité. L'aspect conditionnel ne vient pas du fait qu'on a peu ou trop peu d'informations associées au vaccin. Ça veut dire qu'il faut des études qui sont toujours en cours sur le moyen et le long terme. Alors, je ne sais pas si, parce que la personne qui a écrit ça est anonyme, si c'est un pharmacien qui a écrit ça, je peux vous lister le nombre de médicaments que vous vendez tous les jours qui sont passés par un statut d'autorisation de mise sur le marché conditionnel. Deuxièmement, je peux vous lister par contre aucun médicament qui ont été utilisés en études cliniques et aujourd'hui sur près de 12 milliards de personnes pour lesquelles on a autant d'informations. Et donc, ça veut dire que l'aspect autorisation de mise sur le marché conditionnel est avant tout un aspect régulatoire qui permet justement de continuer à suivre un vaccin avec des informations qui arrivent. Exemple d'information, la qualité du vaccin dans le temps. Vous savez qu'avec le vaccin, on a prolongé les durées, notamment de conservation.
Et ça fait partie aussi de l'autorisation de mise sur le marché conditionnelle. Est-ce que on aura des données de qualité dans le temps et qui vont permettre d'augmenter la durée de conservation? Et donc, le caractère d'autorisation de mise sur le marché conditionnel, et d'ailleurs, c'est assez spécifique à l'EMEA, puisque pour ceux qui sont à la FDA, ce sont des autorisations de mise sur le marché complètes, et l'Agence européenne du médicament va donner une autorisation de mise sur le marché complète. La deuxième sous-question, toujours d'Anonyme, n'est-il pas plutôt judicieux d'informer correctement le public sur cette thérapie expérimentale? Je pense que c'est ce qu'on fait ici, c'est ce qu'on a fait systématiquement et c'est ce qu'on vous invite à faire. C'est-à-dire qu'on vous donne les données, on donne les données de bénéfices, on donne les données d'effets indésirables, aucun n'a été caché, aucun n'a été limité. Après, bien évidemment, si vous préférez discuter que ce sont des médicaments ou des autorisations conditionnelles et que ce sont des thérapies expérimentales, c'est tout à fait différent. Mais de nouveau, ce sont moins des thérapies expérimentales aujourd'hui, ces vaccins, vu le nombre de patients ou de personnes qui en ont été reçus, que n'importe quel médicament qui est mis aujourd'hui sur le marché. Autre commentaire, je ne sais pas si c'est la même personne, mais c'est toujours le même d'Anonyme. Comment est-ce que les pharmaciens peuvent vacciner? Ce ne sont pas des médecins ni infirmiers. Pourquoi doivent-ils sortir de leur travail? Alors, c'est important quand même d'identifier l'historique de cette vaccination par les pharmaciens. Qui a fait cette recommandation au ministre de la Santé? L'Académie royale de médecine par un groupe composé de médecins avant tout et de pharmaciens. Et c'est les médecins qui ont pris le lead. Et qu'est-ce qu'ils ont constaté, surtout avec le vaccin contre la grippe, puisque c'est aussi une des questions, est-ce qu'on arrive à vacciner pour la grippe? C'est que quand les pharmaciens vaccinent, ça permet de vacciner des personnes en plus que ce qu'on vaccine quand ils ne vaccinent pas. Donc, dit autrement, la vaccination par les pharmaciens fournit des vaccins en plus et donc en termes de santé publique, augmente la couverture vaccinale. Et donc, on ne prend pas, quelque part, le travail des médecins. Et donc, ça a été démontré dans les pays qui vaccinent. Je pense que le Canada, la France, le Portugal, l'Espagne ne sont quand même pas des pays sous-développés. Ce sont des personnes qui ont montré effectivement ces données, qui ont été reprises par des médecins. Et ce sont des médecins qui sont venus demander, principalement flamands, au ministre Van den Broek d'organiser un groupe de travail pour proposer cette recommandation. Et donc ça, c'est important. Il ne faut pas avoir un aspect corporatiste généralement assez stérile dans les débats, mais voir en termes de santé publique si ça apporte quelque chose. Et donc c'est l'objectif du projet pilote qui a eu lieu jusque maintenant, c'est de voir si, un, c'est faisable, deux, si ça amène un plus en santé publique. Alors, doivent-ils sortir de leur travail? Je vous l'ai dit, le métier de pharmacien évolue, ça a évolué dans d'autres pays, on peut rester aussi un pays sous-développé, ça n'a aucun problème par rapport à ça, mais ça fait partie maintenant du métier et je rappelle que ce n'est pas n'importe quel pharmacien qui vaccine. Ça a été mentionné peut-être par Ludovic, ça nécessite aussi une formation et à titre d'information, les formations que suivent et ça vient de nouveau des médecins entre nous, les formations que suivent les pharmaciens tant théoriques que pratiques pour vacciner sont bien plus importantes que médecins, y compris médecins généralistes, dans leurs études. Et donc, il n'y a pas non plus à ce niveau-là un problème de qualité par rapport à la formation. Et là aussi, c'est l'Académie royale de médecine qui a fourni au ministre les informations pour garantir cette vaccination de qualité. Donc, je crois que c'est important de reprendre ces points-là et pour vous montrer aussi qu'on élude bien évidemment aucune question. Des questions sur les patients qui ne sont pas assurés à l'INAMI et qui viennent quand même, qui se présentent néanmoins en pharmacie. Oui, donc c'est vrai, je ne l'ai pas mentionné. Je l'avais pris en note ici pour le signaler, je ne l'ai pas fait. Donc en fait, aujourd'hui, tout ce qui est recommandé, c'est d'envoyer ces patients vers les centres de vaccination, de suivre le flux centre de vaccination. On est occupé à regarder à une solution et à une réponse à apporter aux pharmaciens, mais il faut encore nous laisser ici quelques jours, quelques semaines de discussion pour trouver une solution à ces patients-là. Mais dans un temps ici, dans ce laps de temps, on vous recommande de les renvoyer vers les centres de vaccination. Peut-être une continuité de réponse, puisque moi c'est avec grand plaisir que je suis transparent. Aucun effet indésirable n'est caché, quid des myocardites et péricardites? Forcément, s'ils n'étaient pas cachés, vous ne les sauriez pas. Donc si vous le savez, c'est que justement, ils ne sont pas cachés.
Et pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas cachés? Puisque je vous l'ai dit, je peux vous donner les chiffres de façon précise du risque de myocardite par groupe d'âge, par sexe, par type de vaccin et par nombre de vaccins. Donc, les données sont excessivement précises à ce niveau-là. Je vous l'ai dit, c'est principalement les garçons, principalement en 12 et 18 ans, principalement après une deuxième dose de vaccin Pfizer et un peu plus avec le vaccin Moderna. Si vous allez relire le Conseil supérieur de la santé, c'est la raison pour laquelle chez les moins de 30 ans, on a recommandé en deuxième dose principalement, ou chez les enfants d'être vaccinés, ou chez les moins de 30 ans par du vaccin Pfizer. Deuxième caractéristique, ces myocardites et ces péricardites n'entraînent pas, à la différence des myocardites et des affections cardiaques du Covid, un risque aussi sévère que ne le fait le Covid lui-même, y compris chez les personnes les plus jeunes. Et donc, je peux vous fournir l'ensemble des données, elles ont été analysées par l'FDA, par l'EMEA, par l'OMS, par différents pays, sur la prévalence, les incidences après les différentes doses de vaccination. Et par ailleurs, en ce qui concerne, puisqu'on parle ici de revaccination, la troisième et la quatrième dose, le risque est beaucoup plus faible, nettement plus faible. Et notamment, une des raisons vient aussi du fait qu'on vaccine beaucoup moins en troisième et en quatrième dose les personnes de moins de 30 ans. On t'a perdu, Belinda. Belinda. Je pense qu'on a perdu Belinda. Je sais pas, ouais, je sais pas si Phyllis. Ah, vas-y. Je regarde s'il y a encore des questions, parce que Lambert a répondu aussi par écrit. Je regarde s'il y a encore des questions, parce qu'il y a les deux chats. Ouais. Moi, je vois une question ici. Qui enregistre les patients sur Vaccinet? Donc là, donc si vous délivrez à l'infirmier ou au médecin, on encourage toujours que la personne la plus proche et la personne qui réalise l'acte de vaccination encode. Donc par le passé, on passait via Doppler. Donc quand le médecin se rendait en pharmacie, il donnait les noms des personnes qu'il allait vacciner et ensuite on exportait tout ça dans Doppler. Mais on n'était pas partisan de cette manière de fonctionner parce que on ne sait pas ce qui se passe. Le médecin passe en matinée et annonce les 7 personnes. Et au final, sur ces 7 personnes, il n'y en a que 5 qui se présentent. Ces personnes seront au final enregistrées dans Doppler, sauf si le médecin prend le temps de retéléphoner à la pharmacie. Donc, on a toujours encouragé à enregistrer au plus proche de la vaccination. Et ça responsabilise aussi la personne qui vaccine. Donc ça aussi, pour être tout à fait transparent comme Jean-Michel l'est, il y a aussi des analyses sur les données et on regarde, on suit les fraudes aussi. Donc ça responsabilise la personne qui encode cet acte sur Vaccinet. Est-ce qu'il est judicieux de suivre les priorités du Conseil supérieur de la santé? Donc d'abord les 50-65 ans et puis seulement les 18-50 quand quelqu'un se présente en pharmacie? Donc en fait, la nuance, c'est qu'effectivement, c'est une excellente question puisque les 50-64 ans vont recevoir une invitation à aller être vaccinés. Et les 18, entre guillemets, 49 ans ne vont pas recevoir d'invitation. Donc, eux peuvent se rendre dans une pharmacie. Et donc, la priorité qui a été mise, c'est la priorité par rapport au moment où les personnes, pour être vaccinées, doivent être vaccinées en priorité, mais les pharmacies, quelque part, ne rentrent pas en compte par rapport au centre de vaccination de façon aussi importante. Ce qui compte, c'est que ceux qui veulent être vaccinés à un moment ou l'autre soient vaccinés. Et je vous rappelle aussi que QVAX, je ne sais pas si tu en as parlé, Ludovic ou Lambert, va être également réactivé. Je vous rappelle que QVAX, Lambert, si tu veux en dire un mot, va être également réactivé et qui permet juste... Oui, Lambert? Oui, attends. QVAX est réactivé. Oui, donc ça va. Les gens peuvent s'inscrire dessus dès maintenant. Oui, donc voilà, donc je vais juste peut-être expliquer un petit mot sur QVAX. Donc QVAX, c'est le système qui permet aux personnes non invitées de s'inscrire sur une liste d'attente. Et donc, c'est un système qui avait fonctionné dans le passé. Donc, toutes les personnes qui ne seront pas invitées, donc même les personnes de 52 ans qui n'ont pas aujourd'hui reçu un courrier,
peuvent aller s'inscrire sur QVAX. Et en fait, le centre de vaccination qui n'est pas totalement rempli peut inviter ces personnes et dire voilà, il me reste 50 places disponibles et le système QVAX va prendre par âge dégressif les 50 premiers candidats dans sa liste et va envoyer un SMS en les invitant à se rendre dans le centre de vaccination en ayant bloqué une plage. Donc ça, c'est un système qui a fait ses preuves dans le passé et qui est réactivé pendant cette campagne-ci de vaccination. Alors, je vais enchaîner. Je vois aussi une question d'anonyme. Comment commander en pratique les vaccins et comment encoder l'acte dans Vaccinet? En fait, vous recevez toutes les informations lorsque vous avez un contact avec la VIC. Donc, quand la VIC va vous téléphoner, si vous êtes pharmacien, et vous dire voilà, est-ce que vous embarquez avec nous dans cette campagne de vaccination? Vous recevrez tous les détails pratiques. Donc, on a des SOP décrites. Alors, si cette question est plutôt infirmier, ben là, la commande, en fait, elle se fera sur base de la prescription qui sera entre vos mains. Donc, le médecin aura prescrit une dose pour une primo-vaccination ou une dose pour une dose booster et le pharmacien vous donnera le vaccin adéquat. Et alors, pour encoder l'acte de Vaccinet, là, c'est ce que je vous expliquais dans mes slides, il faut vraiment que vous passiez par vos fédérations qui vont établir des listes de candidats vaccinateurs que nous intégrerons dans Vaccinet. Et alors, via les fédérations, on transmettra aussi nos SOP bien spécifiques pour réaliser cet acte d'enregistrement. Oui, Ludovic, j'ai aussi un commentaire assez directif, pas par rapport à nous, hein, mais moi je ferai le nouveau pour tous, y compris, je suppose, primo-vaccination. Il y a deux types de recommandations. Il y a les recommandations du Conseil supérieur de la santé et de la VIC qui sont par rapport à l'organisation. Et puis il y a l'off-label use. L'off-label use, c'est effectivement pour la primo-vaccination, on recommande les vaccins qui ne sont pas les vaccins adaptés. Si maintenant vous voulez faire des vaccins adaptés à des personnes en primo-vaccination, c'est de l'off-label use. Donc ça veut dire que vous prenez la responsabilité vous-même, quoi qu'il arrive, si après le patient, et je vous invite à expliquer au patient que c'est une responsabilité que vous prenez vous-même, qui ne correspond pas à l'autorisation de mise sur le marché, qui est de l'off-label use, puisque à partir du moment où on a la possibilité en tant que pharmacien de vacciner sans ordonnance, vous prenez la responsabilité, comme le médecin a prescrit une ordonnance, de faire de l'off-label use et de vacciner en primo-vaccination avec des vaccins qui ne devraient pas l'être, avec les conséquences potentielles. Et donc, personnellement, je n'encourage pas à ce stade-ci, je n'encourage de façon généralement pas, l'off-label use pour des raisons personnelles. Parce que quand on dit personnellement, moi, soit on me donne des données et vous devez le justifier après pour lesquelles vous avez fait ça, mais si vous n'en donnez pas, c'est plus complexe. Alors, il y a eu aussi une des questions où on ne comprend pas pourquoi on fait la primo-vaccination avec les vaccins précédents. En fait, c'est parce que d'un point de vue immunologique, je vous l'ai dit, même si les variants sont différents, la primo-vaccination en termes de réponse et de nature des anticorps produits par la primo-vaccination est équivalente avec celle des vaccins adaptés. Par contre, c'est le booster qui vraiment voit une différence en termes de nature et de quantité d'anticorps qui sont produits neutralisants. On a une augmentation de 75% en plus que les vaccins initiaux. Ce qui n'est pas le cas pour la primo-vaccination, raison pour laquelle on maintient la primo-vaccination avec les vaccins pour lesquels on a le plus d'expérience et le plus d'expertise, quels que soient d'ailleurs des groupes d'âge. Donc c'est la raison pour laquelle on explique aujourd'hui la primo-vaccination par les vaccins actuels. Et donc l'explication, elle est là. Maintenant, de nouveau, tout sortir du SOP et de l'off-label use se fait sur votre propre responsabilité. Il ne faudra pas venir trouver la VIC, la FMPS ou autre si vous avez une demande ou une justification par après d'une personne qui a reçu ce type de vaccin et que c'est une décision personnelle. Il y a plusieurs pharmaciens qui nous signalent que l'EpiPen est en rupture de stock. Et oui, ce week-end. Ça, c'est problématique. C'est un vrai problème dont je me suis rendu compte ce week-end également. Alors là, il y a forcément une personne qui souhaitait avoir de l'EpiPen et qui est effectivement en rupture. Donc là, c'est un problème auquel il va falloir trouver, si pas une solution, au moins bien évidemment une nécessité. Parce que même si le risque de choc anaphylactique est très faible, la nécessité d'avoir de l'EpiPen dans le cadre de la formation de la vaccination est nécessaire, tant pour les médecins que pour les pharmaciens que pour les centres de vaccination. Il y a une nuance dans les centres de vaccination qui peuvent travailler avec autre chose que de l'EpiPen. Je crois que c'est ce qu'ils font d'ailleurs. Norbert. C'est ce qu'ils font, ouais.
Le pharmacien peut avoir de l'adrénaline. Hein, je veux dire, Oui, donc, c'est des ampoules d'1 milligramme. La dose pour un adulte, c'est un demi-milligramme en intramusculaire. Donc, ça remplace les peines en attendant qu'ils soient à nouveau disponibles. mais donc il faudra le formaliser clairement. C'est ça que ça veut dire. Là, je n'ai pas du tout la réponse. Est-ce qu'un pharmacien peut vacciner hors pharmacie? C'est le cas pour les médecins et pour les infirmiers, et j'avoue que j'ignore si c'est le cas pour les pharmaciens. Alors, oui, moi j'ai vu un petit peu le contexte aussi hein, qui était expliqué. Moi, je recommande toujours d'avoir un espace intimité. Donc ça, c'était très important aussi de garder cet espace d'intimité par rapport à la vaccination. Et à noter aussi qu'il faut toujours bien respecter le délai de 15 minutes après la vaccination de repos. Donc dans la situation qui est décrite ici dans le chat, je suis pas sûr que la personne va attendre 15 minutes. Mais donc, on préfère quand même que tout ça soit réalisé dans des locaux destinés à la vaccination et qui permettent de faire ça en intimité et avec le temps de repos. Si le médecin demande non pas des seringues, mais un vial. Alors, oui, ça c'est une question qui est actuellement discutée. Donc, c'est tout nouveau avec les changements INAMI. On a entendu qu'un groupe de travail serait réalisé avec le fédéral. Donc, aujourd'hui, le flacon, et là, Lambert, arrête-moi, hein, mais le flacon peut toujours être donné au médecin. Oui, tout à fait, absolument. Absolument. Il y aura peut-être un problème de tarification de l'honoraire de vaccination, mais le médecin peut toujours tarifer une consultation. Donc, je pense que techniquement, il n'y a pas de problème. D'autant plus que, je rappelle, les flacons, ils ont une validité de 30 jours à 10 semaines, la seringue à 6 heures, et donc c'est quand même plus confortable d'avoir un ou deux flacons chez soi et de grouper la vaccination que de courir après 6 seringues. J'avais une question intéressante sur l'opportunité de vacciner une personne qui souffre d'un Covid long. Donc le Covid long, en fait, n'est pas une exclusion à la vaccination, n'est pas une contre-indication à la vaccination. Par contre, l'efficacité de la vaccination sur le Covid long, des études vont dans différents sens, et on ne peut pas aujourd'hui garantir à des patients qui ont un Covid long que soit la vaccination préalable, soit la vaccination qui aurait été faite après aura un impact sur le Covid long, que les choses soient claires. Donc, dit autrement, sur le Covid long qui se définit comme des symptômes, principalement des symptômes de fatigue, mais parfois cardiaques, et plus important, après 3 mois après une infection, ne sont pas une contre-indication. Ce que je vous ai mentionné dans les fameux 14 jours, c'est des 14 jours après des symptômes aigus associés à un Covid qu'on peut faire une vaccination. Bien évidemment, un Covid long, comme je vous l'ai dit, c'est au moins 3 mois, mais ceux-là ne sont pas considérés comme les symptômes aigus associés au Covid. Et d'ailleurs, ces Covid longs n'apparaissent pas, ne font pas partie des symptômes aigus souvent, c'est des symptômes qui sont plus diffus dans le temps et donc qui ne sont pas reconnus comme une contre-indication à la vaccination. Belinda, Je pense vraiment qu'on a répondu aux questions principales. Je propose de toute façon qu'on revienne vers vous hein, dans la FAQ qui sera élaborée à partir de vos questions. Je pense vraiment qu'on a fait le tour et puis il était un peu tard aussi. Okay. Oui. Donc, oui, voilà, comme Belinda l'a mentionné, il y aura une FAQ hein, qui sera basée ici sur toutes les questions qu'on a reçues dans le chat. On a essayé déjà de donner une réponse aux principales questions. Et je vais peut-être laisser la parole à Jean-Michel pour la clôture. Non, peut-être, puisque Belinda l'a fait, c'est plus maintenant de l'aspect logistique, la disponibilité de la présentation, je pense, la disponibilité et il y aura un FAQ, c'est ça que tu as mentionné? Oui. Et cette séance pourra être revue de toute façon. On va transmettre le lien pour que les personnes puissent revoir le webinaire. Ou le voir, s'il n'était pas disponible ce soir.
Voilà, je pense en tout cas que tout a été dit. On voulait vous remercier en tout cas pour votre présence, pour votre écoute, pour vos questions, parce que voilà, c'est pas toujours évident non plus de se relancer dans une campagne. Donc, on vous souhaite bonne soirée à tous et à très bientôt dans nos différents contacts qu'on pourra avoir d'un point de vue logistique, d'un point de vue question et d'un point de vue support en tout cas à ce que vous pourrez nous demander. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente soirée.